Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être encore à ce rendez-vous. Votre émission, change ou alors tourne la page aujourd'hui de la politique à l'éducation. Quel système d'éducation pour un apprenant, pour quel profil de citoyen voudrions-nous former au Togo ou alors dans nos États africains en matière de développement? Eh bien, les acteurs de l'éducation réfléchissent à la chose. Eh bien, les politiques y pensent également, la société civile se jette à l'eau. Eh bien, quelle forme d'éducation pour un citoyen plein, épanoui, un profil de citoyen qu'il faut pour la société? Eh bien, certaines actions militent dans ce sens, à l'instar d'un projet d'appui à la promotion de l'éducation citoyenne et entrepreneuriale dans le milieu scolaire. Nous en parlons cet après-midi avec M. Agové Pascal, qui est avec nous à ce plateau. Il est donc le directeur exécutif de l'IJD. Monsieur Agové, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Okay, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est cela. Monsieur Agové, je vous disais tantôt, aujourd'hui, si vous avez demandé, vous qui prenez tant l'entrepreneuriat, eh bien la citoyenneté, si vous avez demandé aujourd'hui, et quel autre format d'éducation pour un profil qu'il faut de la société en matière de former, que direz-vous? Merci. Vous savez, aujourd'hui, le monde du travail connaît de perpétuelles mutations, donc avec de nouvelles formes, de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils utilisés compte tenu de l'évolution technologique. Donc, il faut un programme d'éducation adapté, c'est-à-dire approprié. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un programme classique, mais il faut essayer de mettre en place un programme cohérent par rapport à la vision de développement et aux réalités du monde économique. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'au départ, on formait des gens essentiellement pour travailler dans la fonction publique. Aujourd'hui, le secteur public ne peut plus engager tous les jeunes diplômés. La politique de l'État est plus orientée vers l'initiative privée. Donc, il va falloir que l'éducation des jeunes soit plus orientée vers les réalités des entreprises. Voilà ce que je peux dire. Alors, comment promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat dans le monde scolaire si cela n'est pas intégré au curriculum? Oui, je crois que, bon, je ne peux pas parler de notre expérience, l'expérience faite par notre organisation. Au départ, nous avons pensé que il fallait faire intervenir certains enseignants, en fait certains professionnels pour appuyer les enseignants dans cet exercice. On a remarqué que les écoles ont des emplois du temps tellement figés. Après tout, on a décidé de former les enseignants eux-mêmes pour dispenser ces cours-là. Mais on a remarqué aussi qu'eux-mêmes, ils ont des capacités limitées. Donc finalement, nous avons décidé de revoir la stratégie qui consiste finalement à mettre en place des groupes d'élèves dans les établissements qui seront encadrés par des professionnels issus du monde professionnel, donc c'est-à-dire du monde des affaires. Donc désormais, il faudrait que les programmes éducatifs orientés vers l'entrepreneuriat soient plus exécutés avec l'appui des professionnels. Parce que les enseignants eux-mêmes, étant enseignants de profession, ils ne maîtrisent pas trop les réalités du monde des entreprises, des réalités des entreprises, pour que l'éducation, ce qu'ils doivent faire, ou bien ce qu'ils doivent donner aux élèves, puisse vraiment répondre. Donc, il faut maintenant une approche qui permet de faire intervenir les professionnels dans les établissements pour pouvoir encadrer les élèves. Voilà ce que nous avons opté pour la nouvelle stratégie. Alors traditionnellement, il faut que l'apprenant finisse sa formation, une grande partie de sa formation, et après, quand il sort, il faut qu'il aille en stage, et bien stage d'entreprise, cette expérience qu'il va devoir acquérir et par après s'apprêter, attendre à être recruté dans une société ou alors dans un bureau donné. Mais aujourd'hui, il est question de changer l'approche. Vous trouvez qu'il faut commencer cette expérience à bas âge. Est-ce qu'il n'y a pas un problème auquel l'apprenant sera affronté lorsqu'il va vouloir combiner cette théorie et cet esprit d'entrepreneuriat? Oui, vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas évident, dans la mesure où la réussite de la carrière professionnelle de l'apprenant ne dépend pas seulement des cours théoriques qu'il reçoit.
il faut au-delà du savoir que le professeur transmet, il faudrait que lui-même il arrive à développer des aptitudes en lui qui pourront lui permettre de faire la carrière qu'il compte faire plus tard. Donc nous avons remarqué que au lieu d'attendre les élèves, les jeunes terminer d'abord les études, ce qui constitue d'ailleurs des investissements lourds pour les parents dépensent beaucoup d'argent pour la formation de ces jeunes-là. Et donc, quand les enfants terminent les études, quand ils ont leur diplôme en main, les parents souvent estiment qu'ils ont terminé leur mission. Il va falloir que ces jeunes puissent être recrutés par l'État ou bien des entreprises. Donc, c'est ce qui se passe en réalité. Alors qu'il est prouvé que les programmes de formation qui sont donnés dans nos écoles aujourd'hui, c'est-à-dire ce que les jeunes apprennent, ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe réellement dans les entreprises. Donc, pour ne pas laisser les élèves gaspiller leurs ressources, leur énergie, tout ça, pour terminer les études avant de se rendre compte qu'ils doivent apprendre autre chose que ce qu'on leur donnait classiquement, il est important que très tôt, on puisse les préparer. Non seulement à développer en eux certaines aptitudes, mais aussi les aider très tôt à savoir comment faire le choix de leur carrière. Parce que souvent, les enfants rêvent, ils ont envie de faire certaines choses. Ou bien ce sont les parents qui imposent cela, ou bien qui conseillent cela. À la fin, l'étudiant a le diplôme en main, il se rend compte que non, il n'a pas vraiment les aptitudes. C'est-à-dire que au-delà du savoir qu'il a pu acquérir à l'école, lui-même n'a pas les prédispositions pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc du coup, il est un peu déçu. Parce que là, il a déjà plus de l'âge, et il a atteint un niveau, et donc il se dit, mais est-ce que c'est maintenant que je devrais encore refaire ou bien changer carrément d'orientation. Donc souvent c'est un peu difficile, surtout quand on arrive au niveau universitaire avant de se rendre compte de cette réalité. Donc nous avons pensé qu'il est plus judicieux que les apprenants soient déjà au niveau, soient déjà informés dès le cours secondaire, c'est-à-dire au moins collège, lycée déjà, surtout collège, lycée déjà, il faudrait qu'on les prépare à comprendre déjà les réalités du monde du travail aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les exigences du monde du travail. Et étant donné que la politique de l'État est plus orientée vers l'entrepreneuriat, il va falloir qu'on puisse déjà leur expliquer le bien fondé de l'entrepreneuriat, les valeurs que l'entrepreneuriat prône, qui sont au nombre de 5 que nous allons développer: la créativité, le leadership, le sens de responsabilité, l'autonomie et la solidarité. Donc ces valeurs, nous devons leur inculquer cela pour que ces jeunes puissent savoir comment orienter leur formation, en fait, comment s'orienter et aussi comment faire le choix de leur carrière. Autre chose est de rêver, mais une chose est d'avoir aussi les prédispositions pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, si vous voulez devenir, je ne sais pas, je ne veux pas donner un exemple, mais je peux me permettre de faire un exercice comme ça. Si vous voulez devenir, par exemple, officier de police ou bien commissaire, vous voyez qu'il ne suffit pas seulement de faire le droit, mais il faut savoir, il faut développer des qualités personnelles, il vous faut des aptitudes physiques donc, pour pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, au-delà du savoir que nous avons à l'école, nous devons avoir certaines prédispositions. Donc, ces choses-là manquent souvent aux jeunes. C'est pour cette raison qu'il faudrait que nous puissions les accompagner. Souvent, des jeunes ont des dons, des talents pour réussir leur vie. Mais, faute d'orientation ou bien par méconnaissance, alors ils n'arrivent pas à choisir des filières, des filières qui correspondent à leurs dons. Parce qu'il ne faut pas juste aller à l'école pour avoir des diplômes, mais il faudrait qu'on aille à l'école pour acquérir des connaissances devant nous permettre de mieux réussir notre carrière professionnelle. Donc, à travers ces programmes également, ce projet-là, nous allons essayer de les préparer à mieux se découvrir, savoir ce que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent mieux faire le choix de leur carrière professionnelle. Donc, il y aura aussi des conseillers d'orientation professionnelle qui sont des spécialistes formés par nos partenaires américains qui vont accompagner aussi cette dynamique. Tout ce que nous sommes en train de faire, en réalité, c'est pour aider les jeunes à mieux réussir à l'école. Deuxième chose, aider les parents à mieux investir dans l'éducation de leurs enfants, et également pour l'État de former de nouveaux types de citoyens capables de se prendre en charge et aussi capables de contribuer au développement de sa communauté. Donc, il faut des citoyens ayant des aptitudes devant leur permettre de réussir leur carrière et aussi cette volonté, cet esprit patriotique pour contribuer au développement de leur communauté. Voilà. Je reviendrai à cet esprit patriotique, bien sûr, vous l'énumérez, hein. C'est cette aptitude de citoyenneté. Mais dites-moi, aujourd'hui, le curriculum ne prend pas en compte cet aspect de la chose.
les programmes sont encore en place, les programmes sont toujours là, et on suit les programmes comme cela se doit. Et dire aujourd'hui qu'il faut mener cette nouvelle marche qui consiste à amener les enfants depuis le bas âge à découvrir leur potentialité. Là, nous parlons de l'entrepreneuriat. Ne sera pas de surcharge? Non, non. Vous savez, même ce programme se déroule aux États-Unis et au Canada. Vous savez, l'année 2018, pour l'année 2018, c'est un partenaire qui était venu pour vraiment nous aider. Et quand ils étaient venus, ils ont voulu passer par nous pour aider le gouvernement à améliorer le programme éducatif parce qu'ils ont fait les mêmes expériences avec le gouvernement du Canada. Vous savez, ils ont remarqué que chez nous ici, nous restons encore dans un système éducatif qui ne répond plus aux enjeux actuels de l'heure. Donc, ils sont venus et puisque nous connaissons les réalités de notre pays, nous leur avons dit que si nous voulons enclencher cette démarche-là pour qu'on arrive, c'est-à-dire que pour que le gouvernement puisse prendre une décision de changer tout, alors on risque de traîner. Nous sommes des ONG, nous aimons apporter des solutions efficaces et concrètes. Donc, ce que nous leur avons proposé, on s'est dit d'accord, en attendant de faire le plaidoyer au niveau de l'État pour que les décisions idoines soient prises à ce niveau-là, comme vous parlez de curricula, puisque en réalité, il ne nous appartient pas de proposer le curricula. Il appartient à l'État de proposer le curricula. Et vous n'êtes pas sans savoir que les assises nationales ont été proposées pour l'éducation. Donc les assises de l'éducation n'ont jamais eu lieu. Ce qui voudra dire naturellement que les décideurs même sont conscients de la réalité que les programmes qu'on dispense dans les écoles aujourd'hui ne répondent plus aux enjeux de l'heure. Donc il est important qu'on puisse améliorer ces programmes-là. Mais la question est de savoir pourquoi cela traîne. Pourquoi nous savons que ce système continue par former des chômeurs, mais on continue toujours par le maintenir, et chaque année l'État même dépend de l'argent pour former des jeunes, pour leur donner des diplômes, et après tout ils n'arrivent pas à travailler efficacement sur le terrain. Donc on se demande, est-ce que nous allons attendre toujours l'État? Vous savez, nous les organisations de la société civile, nous avons une autre vision de la chose. Les politiques veulent faire les choses de manière créer le cadre juridique, tout ce qu'il faut, mais nous estimons que quand il y a un vide quelque part, il faut combler ce vide-là en attendant. C'est pourquoi nous disons que nous accompagnons la politique du gouvernement. C'est-à-dire que nous ne venons pas faire le travail à la place du gouvernement, mais ce que le gouvernement doit faire, si le gouvernement n'arrive pas à faire certaines parties, nous essayons de l'aider un peu. Donc ce que nous faisons, c'est juste pour accompagner quand même cette dynamique nouvelle imprimée au niveau du sommet de l'État, qui consiste à améliorer le programme éducatif. Mais nous avons compris que peut-être il y a un blocage que nous ne maîtrisons pas, sinon les assises devaient avoir lieu pour qu'on puisse aller à une autre étape. Mais si les assises n'ont pas eu lieu, allons-nous attendre que ces assises aient lieu d'abord avant d'agir? Nous disons que les parents qui dépendent de l'argent pour assurer l'éducation de leurs enfants sont souvent victimes de cette situation, étant donné que ce ne sont pas eux qui doivent changer le programme. Et ils dépensent l'argent pour que leurs enfants aillent à l'école et obtiennent leur diplôme. Mais on leur fait comprendre que les programmes que vos enfants suivent à l'école aujourd'hui ne répondent plus. C'est vrai que vous payez pour ça, mais quand les enfants sortent, ce qu'ils apprennent ne répond pas effectivement à ce que les entreprises veulent. C'est pour cette raison que les jeunes ont du mal vraiment à travailler efficacement sur le terrain. Donc l'État est conscient, c'est pourquoi chaque fois dans les politiques de l'État, du gouvernement, vous voyez qu'on parle d'inadéquation entre les programmes de formation et les réalités du monde du travail. Donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'État même qui le dit, mais la question fondamentale est de savoir pourquoi cela traîne. Donc si la mise en place d'un curriculum répondant à cette réalité traîne, il est quand même important que nous, en tant que citoyens qui sommes victimes de cette situation-là, nous puissions réfléchir pour apporter une solution intermédiaire en attendant qu'au niveau de l'État, des solutions holistiques soient prises pour pouvoir apporter des solutions plus complètes. Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet ou cette manière de faire pourra trouver écho dans la plupart ou alors dans presque tous les établissements scolaires? Nous sommes positifs et nous voulons en faire plus, mais nous sommes juste limités par les moyens. Mais si les autorités ou bien les partenaires de l'éducation comprennent la nécessité de ce que nous voulons faire, ils ne peuvent que nous accompagner. Vous savez, en tant que citoyens, nous devons réfléchir chaque fois sur ce que nous pouvons faire pour aider notre pays à évoluer.
Et donc nous, au niveau de notre organisation, nous essayons chaque fois d'apporter des solutions répondant aux besoins de la jeunesse. Parce que nous sommes une organisation travaillant essentiellement sur les questions de jeunesse. Et donc, avec nos partenaires, aujourd'hui, nous ne sommes même plus dans la logique de demander l'argent à nos partenaires, mais nous essayons de solliciter l'expertise. Parce que ce qui nous manque fondamentalement, ce n'est pas l'argent. Nous savons que le gouvernement parfois dépense beaucoup de ressources pour régler les problèmes des jeunes, mais ce qui nous manque, c'est le savoir. Donc, au niveau de IJD, qui signifie Initiative des jeunes pour le développement, nous travaillons sur l'aspect qualité de la chose. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc, nous estimons que ce que nous sommes en train de faire, bon nombre d'établissements peuvent être bénéficiaires de ce projet, mais nous sommes juste limités dans le temps. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi pour la première phase un programme, en fait, des écoles, en fait, nous disons des écoles, c'est un certain nombre d'écoles pour la phase pilote, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre toutes les écoles, mais on a pris juste un nombre donné, pas plus que 100 dans le Grand Lomé, pour pouvoir faire l'expérience. Et ça, vous voyez que c'est déjà énorme, parce que nous avons des établissements qui ont plus de 2000, 1000 élèves. Donc si nous prenons déjà 100, vous voyez le nombre d'élèves que nous pourrons toucher. Donc ça va constituer la première phase du projet. Donc je dis bien que les établissements concernés par le projet sont les collèges et les lycées, donc du Grand Lomé pour le moment. Et après tout, nous allons passer dans les autres régions, dans les autres préfectures du pays. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc tous les établissements publics comme privés peuvent bénéficier de ce projet. C'est cela. Alors, Monsieur Abové, eh bien, dans l'exercice ou alors dans la manière de penser ce projet, vous parlez souvent d'hommes d'État. Aujourd'hui, il y a lieu que nos systèmes éducatifs participent à la formation des hommes d'État. Qu'est-ce que vous mettez dans l'homme d'État? Bon, l'homme d'État, contrairement à un homme politique, c'est quelqu'un qui est un inventeur, c'est celui qui joint l'acte à la parole. Donc, lui, il pense plus à l'intérêt supérieur de sa cité, de sa communauté. Alors que l'homme politique, lui aussi, pense de la même manière, mais il pense plus à son intérêt personnel. Donc, l'homme d'État, il cherche à agir pour servir les autres, alors que l'homme politique, qui dit qu'il veut aider les autres, il cherche d'abord à se servir avant d'aider les autres. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, aujourd'hui, il est important que tous citoyens deviennent des hommes d'État. Parce que si nous sommes tous des hommes d'État, cela voudra dire que nous allons toujours agir dans l'intérêt supérieur de notre pays. Nous n'allons pas agir contre l'intérêt des autres. Ça veut dire que si nous sommes dans une société, nous devons comprendre que nous avons notre intérêt à défendre, mais prioritairement, il faut défendre d'abord l'intérêt du groupe, des autres. Et donc, si nous voyons la chose comme ça, nous-mêmes nous serons à l'aise parce que nous aussi nous faisons partie des autres. Donc, si les problèmes de la communauté nous concernent et que nous agissons concrètement pour apporter des solutions idoines, vous verrez que nous-mêmes nous serons à l'aise. Mais si vous privilégiez trop vos intérêts à un moment donné, vous pouvez satisfaire vos besoins, mais les autres seront en difficulté et même vous-même vous ne serez plus à l'aise. Donc, il faudrait que nous puissions vraiment développer cette approche-là pour que chaque citoyen devienne un homme d'État. Et par quel moyen, le système de formation surtout? Il faut d'abord avoir l'amour pour sa patrie, c'est qu'il faut développer l'esprit de citoyenneté au niveau de tous les citoyens, de toute la population. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Vous savez que souvent nous avons tendance à croire que ce sont les dirigeants qui vont tout faire pour nous. C'est vrai, les dirigeants ils ont acquis le pouvoir juste pour organiser la société, gérer les affaires. Mais c'est vrai que si nous avons des besoins, nous estimons que c'est eux qui gèrent les ressources, c'est eux qui définissent le cadre juridique institutionnel, c'est eux qui gèrent les ressources du pays, donc c'est eux qui doivent agir pour répondre à nos besoins. Bien. Et ça, c'est vrai. Maintenant, nous, en tant que citoyens, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de notre nation. Ça veut dire que nous devons penser à apporter notre contribution. Mais vous voyez que dans notre société aujourd'hui, surtout au Togo, tout est bloqué parce que les citoyens, parfois, ne veulent pas apporter leur contribution au développement sur certains plans. Parce qu'ils estiment que ceux qui sont aux affaires ne leur rendent pas compte de leur gestion. Et si nous arrivons à faire cette éducation pour qu'il y ait ce regain de confiance entre les administrateurs et les citoyens et les administrés, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une synergie d'action. Parce que quoi qu'on dise, les décideurs au niveau du sommet ne peuvent pas répondre à nos besoins efficacement si nous-mêmes nous ne nous impliquons pas dans l'action.
Voyez-vous? Donc, on reste dans une position où on attend que les décideurs au niveau du sommet viennent nous apporter toutes les réponses à tous nos problèmes. Et ce qui fait que parfois, si la réponse tarde à venir, nous nous plaignons. Donc, il est important que les citoyens que nous sommes, nous puissions véritablement jouer notre rôle. Et jouer notre rôle ne veut pas dire que nous allons agir sans interpeller les décideurs. Nous allons comprendre quel devait être notre rôle à jouer et jouer ce rôle-là d'abord, ou bien ce rôle-là premièrement. Et après, nous allons aussi interpeller les décideurs qui sont aux affaires, ceux qui nous gèrent la cité, si nous avons quelques suggestions à faire à travers un plaidoyer. À travers des interpellations. Donc, si nous arrivons à le faire, ils vont nous écouter et ils vont nous accompagner. Donc, nous disons que nous devons être le chef d'orchestre de notre succès. Nous devons être au centre de notre succès. Nous n'allons pas attendre que notre destinée soit prise en étau, c'est-à-dire que soit étouffée, notre évolution soit étouffée par d'autres personnes. C'est vrai qu'on est dans une société où la politique joue un grand rôle, parce que ceux qui ont le pouvoir politique, c'est eux qui organisent la société. Mais en tant que citoyens, si nous connaissons véritablement notre rôle et nous savons comment agir, nous pouvons influencer positivement la gouvernance du pays et dans l'intérêt de nous tous. Parce que quand les problèmes seront réglés, les décideurs aussi n'auront plus des accusations. Et aussi, les décideurs doivent nous écouter par rapport aux problèmes que nous avons et essayer de répondre à nos besoins. Et si nous arrivons à créer ce climat de confiance, vous allez voir que l'action que nous allons mener viendra appuyer effectivement les actions des décideurs et nous tous nous serons satisfaits. Aujourd'hui, le gouvernement a certains projets qui ne sont pas soutenus par la population. Aujourd'hui, on nous demande de balayer nos quartiers, mais nous ne sommes pas prêts à sortir pour balayer nos quartiers. On est obligé de payer des gens pour venir balayer nos quartiers. Les gens ne veulent pas le faire parce que les gens sont énervés. Les gens estiment que, ça peut-être, nous on a d'autres besoins, vous ne nous donnez pas satisfaction, vous nous demandez de venir balayer la rue, vous êtes à l'aise, ceci. Mais nous disons... L'esprit patriotique même n'existe plus. Ce qui fait qu'il y a certaines valeurs que nous avons perdues. Et ces valeurs que nous avons perdues sont fondamentales pour créer une société, pour créer un bon vivre ensemble. C'est ça le défi à relever aujourd'hui. Comment faire en sorte que nous puissions créer un climat de bon vivre ensemble pour que tous les citoyens puissent se sentir à l'aise dans la cité, pour que tout citoyen puisse apporter sa contribution au développement. Alors, en faisant comme ça, nous créons la base du développement. Parce qu'aucune communauté, aucun pays ne peut évoluer si tous les citoyens ne se mettent pas ensemble pour travailler en synergie, pour booster le développement de cette cité-là. Monsieur Agové, je partage cette inquiétude d'un téléspectateur avec vous. Je partage bien la position de monsieur Agové sur la question de la formation d'un homme d'État. Et bien, l'initiative lancée est très bienvenue. Cependant, qui va former donc ces hommes d'État si d'abord il n'y a pas un cadre approprié pour le faire et un programme approprié pour le faire? De quel homme d'État parlez-vous? D'autant plus que tout est déjà gouverné par la politique et saccagé. Oui, d'abord je comprends son inquiétude, mais quand il parle de cadre approprié, on ne va pas inventer le cadre. Le cadre existe déjà. Pour nous, une fois que nous existons dans un espace, il y a des gens qui ont ce savoir-là, qui ont cette envie de mieux faire, et il y a des gens qui sont disposés aussi à faire cela. Si nous nous mettons ensemble, on peut relever les défis. Bon, fondamentalement, concernant la question de politique, nous avons aussi une autre façon d'analyser la politique. En réalité, quand nous prenons la politique comme la gestion des affaires de la cité, nous devons comprendre tout de suite que ceux qui sont aux affaires sont juste des mandataires et nous, le peuple, nous sommes des mandants. Donc, c'est nous qui avons désigné ceux qui sont aux affaires de nous gouverner. Et donc, si c'est le cas, ceux qui nous gouvernent doivent nous rendre compte. Et nous aussi, nous avons le devoir de leur faire des suggestions et de les appuyer dans leurs initiatives. Rendre compte, c'est toute la problématique aujourd'hui. Oui, je crois que c'est là aussi qu'il faut traverser la question. Parce que les gouvernants doivent comprendre qu'ils travaillent dans l'intérêt de leur population et donc les populations ont besoin d'avoir des informations sur leur gestion. Très important. En le faisant, ils vont créer un climat de confiance et cette population sera prête à les soutenir dans leur gestion. Aujourd'hui, les actions du gouvernement s'ouvrent juste parce que, à la base, tous les citoyens ne sont pas prêts à soutenir tous les programmes et les projets mis en œuvre par le gouvernement. Donc, je crois que nous devons prendre conscience de la situation pour dire qu'aujourd'hui,
on ne peut plus continuer par agir comme avant et espérer avoir des résultats meilleurs. Donc il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme. Pour que ce changement puisse arriver, il faudrait que nous puissions changer nos mentalités. Et c'est ça que nous voulons faire fondamentalement. Amener les gens à prendre conscience que tel que les choses évoluent, c'est que l'avenir risque d'être sombre pour nous. Donc, il est important qu'on se ressaisisse pour dire de part et d'autre, il y a des manquements. Nous, citoyens, nous avons notre part de responsabilité, nous avons manqué à notre devoir. Et aussi les dirigeants aussi, il y a certaines choses qu'ils doivent faire pour nous, ils ne le font pas. Il va falloir qu'ils puissent améliorer leur gouvernance. Et si nous rentrons dans cette dynamique de concertation, d'échange de manière sincère, je crois que parfois, les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et quand notre société est minée par l'hypocrisie, les gens ne veulent pas dire la vérité. Pas dans cette émission, d'ailleurs, même que nous menons ici, nous animons ici, les gens vont dire d'accord, pourquoi lui il est venu dire cette vérité, pourquoi il est venu dire ceci, et les gens vont commencer par vous attaquer. Alors que l'objectif de l'émission, c'est de nous amener à connaître nos forces et faiblesses, c'est-à-dire que les manquements de part et d'autre, pour que nous puissions créer ce climat, ce climat de bon vivre ensemble. C'est-à-dire que comment faire en sorte qu'aujourd'hui les Togolais soient ensemble pour travailler en synergie et contribuer au développement du pays. Je crois que c'est notre préoccupation. Nous avons constaté que le pont, il y a un pont qui sépare aujourd'hui, je ne sais pas de pont, il y a un vide entre les administrateurs et les administrés. Les citoyens ne sont pas prêts, tous les citoyens ne soutiennent pas les efforts du gouvernement. Si c'est comme ça, nous ne pouvons pas faire le développement. Quand une initiative est émise et entreprise par le gouvernement, il nous appartient de la saisir et de contribuer à sa réussite. Mais si nous ne le faisons pas, c'est que le pays ne peut pas avancer. C'est cela. Le prochain téléspectateur qui demande, M. Bové, c'est bien l'idéal que vous prônez. Mais est-ce que vous pensez que cela puisse être une évidence avec notre système d'éducation actuel? Bon, je crois justement, nous disons que le programme d'éducation actuel ne répond pas. Ça, c'est ce que nous avons dit. C'est pour cette raison que nous avons lancé un projet qui va travailler en parallèle pour combler le vide que le programme a. L'État a mis en place un programme pour délivrer des diplômes aux jeunes, mais nous avons constaté que les jeunes ne peuvent pas réussir avec ce diplôme, avec ces programmes seuls. Donc il faut mettre à côté, de manière parallèle, c'est-à-dire qu'un programme de transformation, de changement de mentalité à la jeunesse, d'orientation et d'accompagnement des jeunes, pour que ces jeunes qui sont à l'école, à partir de ce qu'ils reçoivent dans le programme classique de l'État, puissent avoir quand même toutes les facultés, tout ce qu'il faut pour pouvoir se prendre en charge et contribuer aussi au développement de leur communauté. C'est ce qu'on a lancé comme projet. Je suis Pascal. Je suis Pascal. Je voudrais savoir si ce programme émanant de la société civile peut véritablement bénéficier de l'appui du gouvernement qui est garant d'ailleurs du curriculum qui est en place, qui n'a pas encore reçu une nouvelle touche depuis des années. Je le remercie pour cette question et nous attendons aussi de voir ce que le gouvernement va faire parce que nous on a une organisation qui est au Canada. Quand j'étais au Canada, j'ai eu un partenariat avec cette organisation qui développe des programmes pareils qui sont soutenus. Cette organisation est soutenue essentiellement par le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc les dirigeants doivent comprendre que si certains citoyens ont des initiatives, ces citoyens doivent être accompagnés. On ne peut pas dire que ce sont les structures étatiques seules qui peuvent régler tous les problèmes de nos communautés ou bien tous les problèmes des citoyens. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'organisation de la société civile aussi, nous œuvrons aux côtés des décideurs. Donc si nous avons une initiative qui est intéressante ou bien qui est innovante, qu'est-ce qui empêche le gouvernement ou bien les décideurs, mais les partenaires de soutenir cette action pour que nous puissions apporter un changement? Mais les partenaires aussi, ils sont souvent calés sur les programmes juste des structures étatiques. Alors que pour que la société puisse évoluer, il n'appartient pas seulement aux structures étatiques d'agir. Nous, organisateurs de la société civile, nous jouons notre rôle. Et parfois, nous agissons promptement. Nous apportons des innovations. Et ce projet que nous venons de lancer, je vous avoue que si le gouvernement arrive à comprendre l'importance de ce que nous voulons faire et le gouvernement décide de nous accompagner, le gouvernement n'aura pas besoin de dépenser des milliards chaque fois pour régler les problèmes des jeunes après leur sortie de l'école. Parce que le programme en soi tel que conçu, aujourd'hui j'ai réuni l'équipe de pilotage, j'ai fait une démonstration, les gens ont vu que c'est intéressant. Parce que je ne dis pas tout à l'étape actuelle parce que les gens, souvent, quand on a des initiatives comme ça, ils veulent s'approprier de l'action et ne savent pas ce qui est au fond. Le fond, c'est de préparer de nouveaux types de citoyens capables de se prendre en charge et d'aider le pays à avancer sur le plan de développement communautaire. Donc, si nous arrivons
à bénéficier vraiment du soutien du gouvernement, vous verrez que ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement va croire que c'est seuls les structures étatiques qui peuvent conduire les actions de développement. Nous sommes là, nous répondons et nous agissons conformément aux problèmes que nous constatons au niveau de la société et nous initions des actions pour répondre à ces besoins-là. Voilà ce que nous faisons et donc nous pensons que le gouvernement n'a pas intérêt à ne pas soutenir ce projet. Et même, je voudrais même dire à ce citoyen-là que l'action que nous venons de lancer, ce n'est pas seulement l'action du gouvernement. Mais tout citoyen qui est conscient que le problème de chômage des jeunes constitue un enjeu important et que nous devons agir en tant que citoyens. Mais tout ce citoyen est le bienvenu. Chacun de nous qui a quelque chose à apporter à la réussite de ce projet, nous attendons cette personne serait la bienvenue. Nous allons l'intégrer à notre programme pour que cette personne puisse apporter sa contribution. En termes d'expertise, en termes de finances, en termes de moyens logistiques, nous avons besoin de la contribution de tous les citoyens. Parce que si nous attendons que le gouvernement prenne la décision d'abord avant qu'on avance, nous allons toujours traîner. Nos parents vont toujours dépenser de l'argent pour nous envoyer à l'école. Nous aurons nos diplômes en main et nous allons continuer toujours pas à chômer. Ce n'est pas une bonne chose. Il va falloir que nous puissions changer de paradigme. C'est cela, M. Bové-Pascal. Merci. Eh bien, je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts que vous avez ne sont pas là pour être appelés. Vous envoyez juste des messages SMS traditionnels ou alors WhatsApp. Nous allons les lire selon que le temps nous le permet. Je suis M. Komi depuis Doganto. Ok. M. Komi depuis Doganto, j'apprécie bien cette émission, j'apprécie bien les initiatives de ce genre. Alors, des citoyens de ce profil, on en a toujours besoin et on en avait parlé dans ce pays il y a de cela des lurettes, mais jamais qu'un fondement n'est révélé pour penser à de pareilles réalisations. Mais aujourd'hui, sur quoi s'appuie cette société civile pour arriver à bout de ce grand rêve? C'est un rêve selon lui. Oui, je voudrais faire comprendre à mon concitoyen qui vient d'exprimer ses inquiétudes que IJD signifie Initiative des jeunes pour le développement. Notre vision, c'est de voir les jeunes devenir des acteurs responsables de leur propre itinéraire d'insertion sociale et économique. Notre mission, c'est de mobiliser, motiver et armer intellectuellement les jeunes. Ça veut dire que quoi? Nous sommes là pour préparer la jeunesse à se prendre en charge et aussi à devenir des artisans, des acteurs de développement. C'est ce que nous faisons. Et depuis nous sommes dans notre 16e année d'activité, nous travaillons essentiellement sur des questions. Comment les jeunes peuvent s'organiser? Qu'est-ce qu'il faut donner comme formation aux jeunes? Et je crois que nombre de citoyens nous connaissent sur ce chantier-là. Donc, nous agissons toujours en accord avec les besoins de la jeunesse. Et ce programme d'intégration de l'entrepreneur dans le système éducatif, ce n'est pas la première fois que nous avons, ce n'est pas notre premier essai. Nous avons déjà démarré ça en 2009, 2008 même, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons déjà fait des livres pour aider le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à enseigner l'entrepreneuriat. Nous avons formé des enseignants de ce ministère pour pouvoir dispenser les cours d'entrepreneuriat. Mais nous avons remarqué que nous n'avons pas pu obtenir les résultats qu'il fallait. Donc, nous avons changé carrément d'approche pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de nos jeunes qui sont encore au collège et au lycée. Nous travaillons toujours pour apporter des solutions appropriées aux besoins de la jeunesse. Donc, nous nous appuyons sur rien du tout, mais nous pensons que c'est une priorité du gouvernement. Comment faire en sorte que les jeunes puissent avoir toutes les compétences pour pouvoir se prendre en charge? Donc, il faut agir. C'est ce que nous faisons. Alors, justement, sur la question des formateurs, est-ce à dire qu'aujourd'hui, il faut aller à une autre formation des formateurs, voilà, des formateurs, ceux qui doivent former ce nouveau profil d'apprenant? Non, nous avons dit que nous avons déjà essayé en 2009, on a formé même les enseignants que l'État a recrutés, qui sont déjà dans les lycées pour faire le même exercice, ils n'ont pas pu réussir. Donc cette fois-ci, nous qui sommes des acteurs de terrain, nous sommes engagés à intervenir, à utiliser notre temps, nos ressources pour vraiment aider le pays. Parce que chaque citoyen, à un moment donné, ne doit pas penser à lui seul, mais doit plus penser à sa société, à sa cité, à son pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le temps que je prends parfois pour réfléchir avec les autres, participer à certaines informations avec les autres, ce temps je pourrais prendre ça pour aller faire autre chose, mais je me dis, il faudrait que j'apporte ma contribution au développement de mon pays. Je dis ceci. J'ai fréquenté les écoles officielles jusqu'à arriver à l'université.
publique. Et si j'imagine à peu près ce que l'État a dépensé pour ma formation, depuis cours primaire jusqu'à aller à l'université, je me dis que ce sont des dépenses énormes. Donc, chaque fois, moi aussi, je me pose la question, quelle devait être ma contribution? Oui, j'ai fréquenté pour pouvoir me survivre, c'est-à-dire que pour pouvoir satisfaire mes besoins, mais je ne dois pas seulement me limiter là. Si je pense comme ça veut dire que je suis ingrat. Donc, je me dis, je dois investir dans les actions de développement de ma communauté. Et si chacun de nous pense comme ça, nous allons mettre ensemble nos compétences, nos ressources pour booster le développement de notre pays. D'où justement l'inquiétude de ce téléspectateur qui trouve que penser de cette manière, c'est d'abord être un homme d'État. D'autant plus que ces hommes d'État ne sont pas encore formés. Il faut les créer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il a raison. Je dis dans mes commentaires que c'est ça qui manque fondamentalement. Donc, à travers cette initiative, nous voulons amener chaque citoyen à comprendre que nous ne devons pas penser seulement à notre survie. C'est-à-dire que nous devons penser aussi au développement de notre cité, de notre pays. Donc, si nous agissons comme ça, nous allons quand même devenir des hommes d'État. Ça veut dire que nous n'allons plus penser à nous. Vous savez, quand vous êtes trop préoccupé par rapport à votre survie, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous êtes à un pot de responsabilité, vous allez d'abord vouloir satisfaire vos besoins avant de penser aux autres. Alors que si on est à un pot de responsabilité, on doit d'abord penser aux intérêts du grand groupe, on doit penser à l'intérêt général avant de penser à soi. Donc c'est quelque chose comme ça que nous voulons amener les gens à comprendre. Pour dire, aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous avons pour pouvoir avoir des revenus, nous sommes très préoccupés par rapport à notre survie. Et c'est tout à fait normal aussi. C'est le niveau de pauvreté qui fait cela. Mais au-delà de ça, chacun de nous doit chaque fois se poser la question quelle devait être sa contribution pour le développement de son pays. Et si tous les citoyens, les 7 millions d'habitants que nous sommes, si chaque citoyen peut penser comme ça et agir comme ça, vous allez voir ce que nous pouvons proposer. Nous pouvons apporter comme contribution en une journée et en 365 jours, en une année, vous allez voir que nous pouvons changer la donne. On n'a même plus peut-être, on n'a même plus besoin, on n'aura même plus besoin d'aller chercher des fonds ailleurs pour booster le développement de notre pays. Les citoyens sont capables d'apporter leur contribution si vraiment on les met en confiance. Aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne sont pas intéressés par rapport à ces actions de développement, c'est qu'ils estiment que ceux qui sont aux affaires peut-être ne leur rendent pas compte, donc ils sont restés indifférents. Ils sont restés indifférents. Donc il faut créer ce climat de confiance à faire en sorte que chaque citoyen puisse apporter sa contribution au développement du pays. La notion de citoyenneté dans nos lieux de formation, Monsieur Agové, quelle importance vous donnez à cette notion? Oui, vous savez que parfois les cours sont donnés de manière théorique, mais les citoyens ne trouvent pas des modèles. Parce que ceux qui doivent inspirer les jeunes, c'est ceux qui sont devant eux, ceux qui sont à l'épaule des responsabilités. Donc, parfois les jeunes estiment qu'à l'école, on leur apprend certaines vérités, on leur apprend certaines connaissances, mais sur le terrain, ils voient que c'est autre chose qui se fait, et même c'est ça, ce n'est pas que... Mais même ils écoutent ça. Donc, finalement, les jeunes se disent, d'accord, là c'est juste la théorie, mais la vie n'est pas comme ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire fondamentalement, il faudrait que nous qui sommes en activité, qui occupons certains postes dans la société, nous puissions servir d'exemple, de référence, de modèle pour les jeunes et nous allons voir que tout le monde va changer de mentalité et nous allons travailler en synergie pour booster le développement du pays. C'est cela. Alors, M. Agové, suivant quel modèle vous avez imprimé cette initiative et pensez-vous aujourd'hui qu'on puisse réussir comme ce modèle? Vous savez que de temps en temps, je voyage. Et quand je vais dans les pays développés, je ne vais pas pour chercher de l'argent. Moi, je m'en vais, quand je voyage, c'est pour chercher le savoir. Donc, j'apprends quand même des pays. J'ai appris des modèles et j'ai vu beaucoup de choses. Si les pays sont en avance, les pays qui sont dits pays développés, mais pourquoi nous voulons être comme eux, mais nous ne voulons pas faire comme eux? C'est la question que je me pose. S'ils sont en avance aujourd'hui, ils servent de référent pour nous, il va falloir que nous puissions copier un peu ce qu'ils font. Bien entendu, nous n'allons pas ramener ça intégralement, mais il faut adapter cela à notre réalité pour mieux répondre aux besoins de notre société. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne dis pas seulement que j'ai appris des choses à l'extérieur, mais je vous ai dit que ça fait le chemin, ça fait 10 ans que nous avons fait le chemin. Nous avons été toujours préoccupés par rapport à cette situation de chômage des jeunes. Et nous disons que ce n'est pas normal que les jeunes terminent leurs études avec tout ce que les parents dépensent pour leurs enfants. Et après, ils se retrouvent en chômage. D'abord, les jeunes même sont déçus. Les parents même regrettent d'avoir investi dans l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution? Ça a été toujours notre préoccupation. Donc, il y a cela 10 ans, nous avons commencé l'exercice. Nous avons vu que les 2 premières stratégies développées n'ont pas réussi. Et donc, à travers nos échanges avec nos partenaires, nous sommes arrivés à concevoir un programme qui répond mieux aux réalités de terrain. Et nous pensons que si ce programme est appuyé, l'État aura gagné beaucoup.
D'abord, l'État aura gagné, les parents auront à gagner, les enfants même auront à gagner. C'est un programme qui s'intéresse, qui sera bénéfique à tout le monde. Comment faire en sorte aujourd'hui que les jeunes aient des capacités réelles de pouvoir mieux s'orienter dans la formation. Et aussi, il faudrait que ce programme les prépare à être en mesure de se prendre en charge après leur formation. Également, ce programme va leur donner les outils qu'il faut pour pouvoir agir en tant que citoyen pour apporter des solutions aux besoins de leur communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Merci, M. Abouvé. Eh bien, ce n'est pas pour rappeler que les numéros sont là, chers téléspectateurs, c'est pour des messages. Merci de nous envoyer juste que des messages. Eh bien, le gouvernement a-t-il vraiment l'envie de vous suivre? Puisque moi, j'ai toujours l'impression qu'il joue à une farce. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'il joue à une farce. Quelle est donc la baguette magique que vous allez utiliser pour leur changer de mentalité ou alors de moto, de caractère? L'essentiel pour nous est que le gouvernement accepte le projet. Donc, une fois que le projet est accepté par les ministères en charge de l'éducation et de la jeunesse, nous pensons que c'est une bonne chose. Donc, on a eu on bénéficie du soutien institutionnel de la part des ministères concernés. Maintenant, est-ce que l'État va nous donner les moyens pour faire l'action? Nous ne sommes pas sûrs parce que l'État dénomme... parle d'une farce Bon, vous savez que parfois, je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons parlé tout à l'heure des assises nationales de l'éducation. On ne sait pas pourquoi ces assises n'ont pas eu lieu. Nous ne maîtrisons pas le dossier. Mais ce que nous savons, il est impérieux que nous puissions agir promptement. C'est pour cette raison que nous disons que, en attendant que les décideurs ne prennent la décision, d'aller vers ces assises-là pour réfléchir après, il va falloir que nous puissions apporter notre contribution. C'est comme ça les ONG travaillent. C'est-à-dire que nous essayons de combler le vide qu'il y a actuellement, en attendant que l'État même arrive à améliorer la situation. Et les citoyens doivent comprendre que ces actions des ONG doivent être soutenues. Ces actions doivent être soutenues. Si nous attendons que l'État arrive à nous donner tous les moyens, nous allons attendre longtemps. Vous savez, au niveau du sommet de l'État, il y a plusieurs priorités. Donc, il ne faut pas attendre que l'État fasse tout pour nous. Mais nous n'allons jamais cesser de les interpeller, ceux qui sont aux affaires, que nous avons tel besoin, parce que c'est pour nous qui sommes aux affaires. Ils doivent travailler conformément aux besoins de la population. Ça, c'est notre devoir de les interpeller. Mais nous n'allons pas attendre qu'ils fassent tout pour nous avant d'agir. Ça, c'est notre logique d'intervention. Dans tous les cas, je crois que les grandes assises de l'éducation s'imposent et doivent avoir lieu, malgré que cela a été promis. Je crois que il est encore temps, il est temps maintenant pour que ces assises aient véritablement lieu. Je veux bien croire, parce qu'on commence par observer d'autres manières de faire les choses. Il y a de cela des années, on n'a jamais vu des conseils de ministres délocalisés. Hier, c'était à Bligbo, aujourd'hui, c'est dans Pen. Pourquoi pas? On estime que dans quelques mois, moi j'allais dire, années, ce serait de trop, on aura ces grandes assises de l'éducation pour aborder des questions importantes, des questions urgentes d'ailleurs pour une certaine réforme au niveau de l'éducation. Cela s'avère très important, monsieur Abouvé. Je crois que les gouvernements s'y préparent. Oui, absolument, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, les problèmes de chômage des jeunes, les problèmes de pauvreté, les problèmes que nous avons au niveau de nos communautés, mais tous ces problèmes sont dus à quoi? Ces problèmes sont dus à l'éducation, parce que la base c'est l'éducation. Si un pays doit évoluer normalement, il faudrait qu'on puisse vraiment régler les questions de l'éducation. Donc, les décideurs sont conscients de cette réalité et nous les encourageons vivement à réfléchir davantage pour que des actes concrets soient posés en vue d'apporter des solutions appropriées à ce problème-là. Alors, parlant d'entrepreneuriat dans les établissements, est-ce une manière de chercher à découvrir, vous l'avez dit tantôt, juste le talent caché ou alors l'attitude de ces enfants et les réorienter en pleine formation académique, ou alors il faut qu'ils finissent d'abord la formation théorique académique et qu'on les oriente dans une autre formation que vous allez juger utile? Non, les deux vont aller de pair. Mais nous allons plus les aider à développer certaines qualités personnelles. Je viens de les citer, la créativité. Comment ils devaient être créatifs? Le leadership, le sens de responsabilité, l'autonomie et la solidarité. Nous allons développer ces valeurs dans le cadre de nos activités avec les clubs que nous allons mettre en place. Ces clubs sont dénommés clubs des bâtisseurs de la cité. Cela veut dire que ces jeunes que nous allons encadrer à travers ces clubs auront la capacité d'apporter leur contribution au développement du pays.
Donc, ce ne sont pas des choses qui seront faites parallèlement, bien, nous allons laisser terminer d'abord les études avant de non. C'est que c'est de pair. Cela va les aider à mieux connaître les réalités du monde du travail et savoir comment s'orienter aussi dans leur filière. Pourquoi nous allons commencer par collège? S'ils sont déjà préparés au niveau du collège, ils sauront déjà quelle série faire, quelle filière correspondrait à leur profil, Donc, c'est comme ça que nous allons les préparer. Parce que parfois, les parents envoient les enfants à l'école dans certaines filières, l'enfant a le diplôme après, mais on se rend compte que ce n'est pas normal cette formation que l'enfant devait faire. Ou bien ces formations ne répondent plus aux réalités actuelles du monde du travail. Donc, ce sont des choses comme ça que nous allons apprendre aux jeunes parce que chaque individu étant créé, c'est que a en lui des dons, des talents qui devraient normalement lui permettre de réussir la vie. Mais c'est le fait que parfois l'éducation nous désoriente. Il y a des gens qui devaient être médecins, ils sont venus ils sont devenus avocats. Il y a des gens qui devaient être entrepreneurs et ils sont devenus, par exemple, je ne sais pas, ils sont devenus bureaucrates. Alors que quand vous les observez, vous allez vous rendre compte que ce monsieur n'est pas fait pour rester au bureau. Non, moi, la formation initiale que j'avais faite, normalement, devait me permettre d'occuper un bon poste dans l'administration ou bien dans les entreprises. Mais je me suis rendu compte que non, ce n'était pas ça mon domaine. Je ne me sentirais pas à l'aise. Ok? Ce n'est pas mon domaine selon mes aptitudes. Donc, j'ai dévié et je suis parti faire autre chose. Donc, à travers ce programme, je pense que les jeunes n'auront plus à perdre leur temps, mais ils seront mieux orientés très tôt. Et aussi, nous allons leur transmettre des outils qu'il faut pour pouvoir agir. Il faut vous dire que la vision, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient en mesure d'apporter des solutions à leurs propres problèmes et aussi puissent utiliser leurs connaissances acquises à l'école pour apporter des solutions à leur communauté. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut former de nouveaux types de citoyens. C'est-à-dire que des jeunes qui ne vont plus attendre quelqu'un pour trouver des solutions à leurs propres problèmes. Et des jeunes aussi qui vont s'intéresser aux problèmes de leur communauté et ils auront les outils à travers ce projet-là pour pouvoir agir efficacement. Si vous voyez les deux aspects, c'est que c'est important pour notre société. Ou bien les frustrations, les révoltes, c'est des attentes perdues. Bien sûr, parce qu'ils ont des besoins parfois et on n'arrive pas à leur apporter la solution. Ils sont aigris, ils sont frustrés. Et puis vous allez voir que si nous continuons comme ça, cela même serait à la base même de l'instabilité politique. Et donc, les crises sociopolitiques que nous aurons, que nous connaissons actuellement, ou bien que nous aurons dans les années à venir, si des mesures appropriées ne sont pas prises, seront occasionnées par cette situation. Donc, il faut agir rapidement pour que les jeunes soient en mesure d'apporter des solutions à leurs propres besoins et qu'ils deviennent aussi des artisans de développement. Voilà un peu ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet. Le prochain message d'un téléspectateur, je ne sais pas si c'est un slogan qu'il formule pour vous. Écoutez quand même. Courage, M. Abouvé, si... Et nous voulons un changement, soutenons cette initiative. Moi, je suis partant et toi, jeune, lève-toi et dis non à la pauvreté, en fait. C'est ce qu'un téléspectateur a envoyé. Oui, oui. Et puis le slogan des jeunes, c'est que c'est citoyens engagés, bâtisseurs de la cité. Leur salutation, c'est comme ça. Quand ils se retrouvent, leur salutation, c'est comme ça. Citoyens engagés, bâtisseurs de la cité. Soit un changement pour changer. Les jeunes élèves. Hein, ah oui, ils doivent être des changements pour changer. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas attendre que des changements viennent de l'extérieur, mais nous devons provoquer le changement à nous. Et si nous provoquons le changement à nous, cela va s'observer autour de nous et tout le monde sera imprégné et puis nous allons apporter un changement collectif. Donc c'est ce que nous allons leur apprendre pour vous dire qu'il ne faudrait pas que les jeunes attendent que le changement vienne de l'extérieur, mais ils doivent être au centre du changement. C'est cela. Et il y a un téléspectateur qui dit, oui, moi je suis très content pour de pareilles initiatives qui viennent d'ailleurs de la société civile, mais j'ai une petite inquiétude aujourd'hui avec notre manière de former les jeunes qui sont tout le temps bourrés, étouffés par les programmes, des TD par ici, des rattrapages par là. Est-ce que vous trouvez que l'initiative pourra véritablement prendre place et ne sera pas une charge de trop? Non, non, pas du tout. Je sais, j'interviens dans l'enseignement, ça fait plusieurs années. Je sais que les jeunes aujourd'hui même gaspillent beaucoup de temps, même sur WhatsApp. Donc le temps qu'ils perdent là, s'ils peuvent accorder 1 heure, 2 heures pour participer à ces activités, puisque dans la semaine, ils ne vont que perdre 1 heure, mais 2 heures pour suivre nos programmes. Donc ce ne sont pas des activités qui vont les encombrer.
Et s'il arrive à dégager ce temps-là pour apprendre ce que nous allons leur montrer, je pense que ce serait très bénéfique pour eux. Donc, on ne va pas surcharger. C'est vrai qu'il veut parler du fond des programmes qu'on donne aux jeunes aujourd'hui. Nous disons que nous ne pouvons pas attendre qu'on chante tout ça avant d'agir. Donc, il faudra que les jeunes comprennent qu'ils doivent faire des efforts supplémentaires pour pouvoir apprendre des choses beaucoup plus utiles pour eux. Voilà. Donc, je les invite vraiment à s'impliquer dans ce projet qui, une fois bien mené, apportera des solutions concrètes à leurs problèmes. Un des acteurs de l'éducation, c'est aussi des parents d'élèves. Et quel est aujourd'hui le souhait formulé à leur égard? Je voudrais dire aux parents que ce projet que nous avons initié, justement, c'est pour les aider. Aujourd'hui, ils sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école, à payer les frais de scolarité, à payer tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse étudier, avoir le diplôme à la fin. Mais ils sont conscients aussi que à la fin, nombre de ces jeunes qui sont arrivés à la fin de la formation n'arrivent pas à travailler parce que le programme qu'on donne à l'école ne répond plus aux besoins du marché du travail. L'État est conscient dans une certaine mesure. Donc, nous sommes là pour les accompagner et aider aussi l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, nous invitons vraiment les parents à nous soutenir dans cette initiative parce que cela va apporter des solutions concrètes aux besoins des jeunes. Et donc, ils n'ont qu'à accepter que les jeunes participent à ces activités, ils n'ont qu'à soutenir les jeunes dans cette initiative, ils n'ont qu'à les motiver, les encourager pour que ces jeunes puissent accepter ce nouveau projet qui vient répondre vraiment à leurs besoins de l'heure. C'est cela. Monsieur Mbové, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, il y a lieu de penser à un autre citoyen, un nouveau citoyen togolais. Alors, à qui revient beaucoup plus la carte? Aux gouvernants ou alors aux populations elles-mêmes? À nous tous et en premier lieu nous-mêmes. Nous devons commencer le changement à notre niveau. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes disent soit le changement pour changer. Si chacun de nous devait comprendre que le changement devait commencer par nous-mêmes, je ne pense que nous n'allons même pas attendre les gouvernants. Si nous nous changeons, vous voyez que nous allons changer la société et le gouvernement ne peut que danser au rythme de notre changement. Mais si nous attendons que le changement vienne du sommet, parfois cela va traîner. Et nous serons déçus. Donc, j'invite chacun de nous, chaque citoyen qui nous écoute aujourd'hui, à comprendre que nous devons éviter certaines considérations. Chacun de nous doit repenser et doit s'approprier maintenant, doit comprendre que nous devons changer de paradigme. Nous devons être au centre de notre réussite. Et nous devons nous approprier quand même ces nouveaux concepts de comportement, de changement de mentalité. Parce que l'être humain est créé par Dieu pour réussir. Et notre réussite ne dépend pas de quelqu'un. Quoi qu'on dise, si nous attendons, nous serons responsables de notre échec. Donc, nous devons agir. Nous devons agir et continuer toujours par faire le plaidoyer pour que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont les décideurs, puissent vraiment créer l'environnement qu'il faut pour que nous puissions réussir. Mais fondamentalement, nous devons être au centre. Togolais, viens, bâtissons la cité, mais peu sont ceux-là qui se reconnaissent véritablement aujourd'hui. Togolais, est-ce que vous êtes conscient de ce fait? C'est ça fondamentalement. J'ai oublié de vous montrer un peu le logo. C'est que nous disons citoyens, viens, bâtissons la cité. Alors, c'est cette phrase de l'hymne même qui nous a poussé. C'est pourquoi nous disons que les jeunes sont appelés les bâtisseurs de la cité. Donc, leur club s'appelle les clubs des bâtisseurs de la cité. Donc, nous leur disons que c'est ensemble qu'ils peuvent travailler. Pourquoi nous avons aussi pensé à créer des clubs? Parce que à travers la vie associative, ces jeunes vont apprendre aussi comment vivre ensemble, comment réfléchir ensemble en tant que citoyens pour mener des actions de développement. Voilà un peu la philosophie. Donc, on ne voudrait pas qu'ils viennent sur seulement des cours comme ça repartis, mais ils vont créer des groupes dans lesquels ils vont travailler et nous allons venir en appui pour les accompagner. En le faisant, nous allons créer quand même une base de développement et ces structures qui sont créées par les jeunes vont porter les actions de développement dans leur communauté et l'État n'aura plus à perdre beaucoup d'énergie ou bien de ressources pour réaliser certains projets. Ces jeunes, ils seront des élèves, mais ils seront des acteurs de développement de leur communauté. C'est ce que nous voulons faire et nous avons besoin de la contribution de tous les citoyens. Voilà. C'est cela. Eh bien, cette dernière question pour vous, bon, pas question, mais toujours d'inquiétude, c'est vous comprenez l'inquiétude des téléspectateurs qui est tout à fait fondée compte tenu de la réalité. Oui, je suis d'accord pour cette initiative, mais est-ce que est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à une réelle politique de l'éducation au Togo avant d'imprimer cette nouvelle donne à la chose?
Qu'est-ce que vous comprenez la question? Oui, c'est ce que je dis, que nous restons trop sur les constats et nous attendons que la solution vienne toujours du sommet. Et je leur dis de changer cette approche-là. Si nous attendons que la solution vienne toujours du sommet, nous allons attendre longtemps. Chaque citoyen doit savoir qu'il doit être au centre de son développement, il doit mener des actions individuelles ou bien collectives au niveau de sa communauté pour pouvoir s'épanouir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc si nous, citoyens, nous restons tous dans cette logique-là, hein, espérant que les décideurs vont nous apporter toutes les solutions, nous allons attendre longtemps. Vous voyez même que les structures de l'État l'État a présenté les limites de ces interventions. C'est pour des raisons que l'État a décidé même de transférer certaines de ses compétences aux collectivités territoriales. C'est ce que nous appelons décentralisation aujourd'hui. Donc l'État a reconnu qu'il ne peut pas tout faire parce qu'au sommet de l'État, il y a plusieurs priorités à satisfaire. On n'a pas toutes les ressources au même moment, on n'a pas toutes les expertises. Donc il va falloir que les citoyens qui sont à la base aussi puissent s'organiser pour agir. Donc la décentralisation va apporter une solution à nos problèmes, mais il faudrait qu'individuellement, nous aussi, nous puissions nous lever pour apporter quand même des réponses. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand ils sont tous dans cette logique-là, rien ne peut bouger. Rien ne peut bouger. Il faut attendre l'État pour apporter la solution et nous avons attendu pendant des années. Nous avons attendu pendant des années. Vous avez vu même que l'annonce pour les assises nationales de l'éducation a été faite. Ça fait quelques années, mais on n'a jamais assisté à ces assises-là. Donc, pourquoi allons-nous rester dans l'attente pour que l'État vienne faire tout pour nous, du moment où nous avons les capacités de pouvoir faire quelque chose? Ce qui nous manque souvent, c'est la connaissance ou bien les outils qu'il faut utiliser. Nous disons aujourd'hui que nous avons en notre actif ces connaissances, ces outils pour aider les jeunes. Pourquoi nous allons attendre encore l'État? Même les gens qui sont dans les ministères n'ont pas certains outils que nous avons pour réaliser ce projet. Donc l'État doit saisir l'opportunité pour pouvoir nous soutenir dans cette dynamique pour que nous puissions apporter des solutions aux problèmes des jeunes. C'est ce que je dis, que chaque citoyen a la capacité d'apporter une solution. Monsieur Bové, votre mot de la fin. D'abord, remercier les téléspectateurs et nous attendons vivement que les citoyens qui nous suivent actuellement puissent vraiment nous contacter pour nous soutenir dans cette initiative. Notre siège est à Djidogame sur la rue des Frères Franciscains. Bon, voilà, ça c'est payer, d'accord. Donc, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que nous attendions, il faudrait que chaque citoyen puisse apporter sa contribution pour apporter des solutions individuelles ou bien collectives. Et ensemble, nous allons booster le développement de notre pays. Merci, monsieur Bové Pascal, vous êtes le directeur exécutif de l'IJD. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous retrouver incessamment sur des questions de décentralisation, les questions électorales, les questions développement et entrepreneurial. Merci de nous accepter tous. Merci, chers téléspectateurs. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur cette même chaîne. Bon après-midi.